Allons-y avec ce titre un peu simpliste. Vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. Comment générer de la croissance court terme grâce à Google Ads. L'idée étant de mettre un budget pour être premier sur Google sur certaines requêtes que vous allez acheter afin de faire venir des utilisateurs très bas de funnel qui ont une intention d'achat sur votre site. Et on peut, sur du court terme, générer de la rentabilité sans souci si on respecte ce que j'appelle moi un framework, c'est-à-dire différentes étapes à mettre en place les unes à la suite des autres sur Google Ads, tout bêtement. On va aussi définir ce que c'est le court terme, puisqu'en fonction des leviers, ce n'est pas pareil. Court terme en SEO, en référencement naturel, ça va être de 6 à 1 an. Le court terme sur Google Ads, ça va plutôt être de 2 à 6 mois. Très rapidement, je suis Clément Bourdon, j'ai cofondé une agence SEO, SEA, d'aide à l'acquisition de prospects sur Google. Aujourd'hui, on accompagne pas mal de startups B2B, B2C, avec beaucoup de budget en délégation annuelle. L'idée, c'est toujours la même, de travailler sur un framework précis et de savoir à quel moment il faut activer, mettre un budget sur Google Ads pour avoir un levier d'acquisition de trafic et de conversion qui soit rentable, tout bêtement. C'est pour ça que je vais parler aujourd'hui du principe de scaling. Comment on fait tous ensemble pour tous les 2-3 mois se dire où est-ce que j'en suis, est-ce que je peux monter en puissance ou pas sur mon levier Google Ads, est-ce que je peux gagner plus d'argent en montant mon budget, éviter les grosses erreurs qui font que le compte va mourir. Ça arrive souvent, surtout en lancement dans les startups. Et si possible, challenger une agence, vos équipes, sur comment le compte est géré. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on ne va pas en 1 heure et demie apprendre à utiliser l'outil en toute franchise. Par contre, on peut connaître les grands principes derrière et avec ces principes, poser des petites questions qui vont venir piquer si jamais vous avez externalisé la gestion de Google Ads à vos agences ou en interne, être sûr que voilà, c'est bien géré, le suivi de conversion, les interfaces, ce genre de choses. C'est toujours intéressant d'avoir ces phrases, d'avoir ces indicateurs, savoir de quoi on parle. Pardon. Pour challenger tout ça. Si ça vous va et que vous n'avez pas de questions, on va se lancer directement dans le concret. J'ai une 50aine de slides. Sur certaines, j'ai mis un petit logo tips. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser opérationnellement, que vous pouvez, dès la sortie du webinaire, aller sur vos comptes s'ils sont actifs pour les modifier dans le bon sens. Et les autres slides, c'est de la discussion entre nous. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, évidemment, quelques slides de rappel, toujours intéressant de se redire ce que c'est aujourd'hui le SEA versus le SEO. Je pense que vous êtes tous au courant, mais je prends 30 secondes pour le montrer. C'est ces 4 premiers résultats de recherche qu'on a sur une page Google. On est à 4 aujourd'hui, on sera peut-être à 5 dans quelques années, on ne sait pas. C'est de là d'où provient le chiffre d'affaires de Google. 95% de son chiffre d'affaires vient de ça, vient du budget qui est mis par des annonceurs pour être premier sur Google quand le référencement naturel, la partie du bas, n'est pas bien travaillé ou est travaillé, mais pas assez visible sur des requêtes très fortes, tout bêtement. Pourquoi Google et pas Bing? Parce que c'est 92% de part de marché en France. Un peu moins aux États-Unis, 70% je crois. En France, c'est là où il faut travailler en priorité. Si vos prospects vous recherchent en moteur de recherche, ça sera Google. Pourquoi aujourd'hui c'est complémentaire au SEO? Au-delà du fait qu'on peut avoir 4 premiers résultats payants en haut, c'est tout simplement que Google travaille depuis quelques temps, sans vraiment le dire, à une simplification des annonces visuellement qui les rapproche très fortement du SEO. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 60% aujourd'hui des personnes interrogées en 2020 ne savent pas faire la différence entre une annonce payante première position et une annonce SEO que vous avez travaillé à force des bras entre guillemets. Le corollaire à ça, c'est que pratiquement 100% des personnes considèrent qu'être en première position sur Google, c'est un gage de qualité, c'est un gage de réussite, c'est que votre produit est bon. Donc, quand on sait que pour tout le monde, être premier, c'est gage de qualité, et que pour 60% des gens, la différence entre une ad, une annonce payante et le SEO n'est pas faite, on peut vite comprendre qu'il y a un levier de trafic assez puissant ici à avoir et que vous êtes déjà crédible en étant premier si vous achetez du Google Ads. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le concret. Et c'est là où c'est vraiment intéressant d'avoir vos avis, de discuter. C'est peut-être cette partie la plus importante de toute la présentation, parce que je vais expliquer un peu
mon framework, comment moi je travaille quand je vais prendre un compte en main pour l'amener jusqu'à de la rentabilité. Le reste de la présentation, c'est des petits tips sur comment vous configurez vos outils, comment on travaille sur l'interface, des trucs un peu sympas pour aller acheter la visibilité chez les concurrents, ce genre de choses. Mais là, c'est le plus important, comment mentalement on se prépare à monter un compte Google Ads. Et par définition, c'est quoi le court terme sur Google Ads? Au bout de combien de temps on gagne de l'argent? Et c'est quoi la rentabilité pour le coup? Donc, j'ai appelé ça étude temporelle d'un compte qui scale. C'est assez simple. On va avoir différentes étapes qui, si elles sont bien faites, se travaillent avec temporalité. Ce que j'appelle une maturité ou un niveau de travail, les actions à mener et les dépendances à ces actions. Parce que ça va vous coûter du temps en interne ou du temps en externe si vous bossez avec des freelances ou des agences. Ça va aussi vous coûter de l'argent, forcément. Le premier point, en termes de maturité de compte, c'est de passer une bonne journée. Si ce n'est pas déjà fait, il faut la faire absolument, c'est impératif, à configurer votre data. On verra après pourquoi, mais Google adore la data, adore savoir ce qui se passe après le clic sur une annonce. Il a besoin de tout savoir, ce que vous vendez, combien vous le vendez, le nombre de clics, les formulaires, les personnes qui sont revenues, les achats qui peuvent se faire un mois après le clic sur une annonce. Il a besoin de savoir. C'est super important. Si ce n'est pas configuré dans l'outil, il vaut mieux pas se lancer. Donc, si cette partie déjà, une journée de configuration de l'outil, la data n'est pas faite, n'y allez pas. Honnêtement, ou mettez en pause vos comptes si elle n'a pas été faite. Ensuite, j'aime bien lancer ce que j'appelle le SEA. Donc, c'est les pubs sur le moteur de recherche. On ne va pas parler des pubs YouTube ou display pour le moment, ça c'est à la fin. On va commencer par le bas de funnel. Quand quelqu'un a une recherche, acheter chocolat, on va être le premier si on vend du chocolat. Basta. Le branding et autres, on le fera, le remarketing, c'est ensuite. Honnêtement, vous êtes des startups, on a un budget peut-être réduit ou alors des attentes très fortes de rentabilité court terme. Donc, on commence par le plus simple, on commence par ce qu'on appelle le SEA, bas de tunnel dans le funnel marketing, acheter de la visibilité sur une recherche d'un prospect pour être le premier. Et cette période, elle va durer entre 1 à 3 mois. Moi, j'aime bien la travailler, ce que j'appelle en CPC manuel. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la main à Google, c'est nous qui allons travailler pratiquement tous les jours sur le compte pour dire combien je veux payer aujourd'hui pour être premier. Et ensuite, quand on commence à avoir des résultats, on peut laisser la main à Google, faire ce qu'on appelle du smart bidding. C'est un terme anglais qui veut simplement dire enchère intelligente. Et là, c'est Google qui décide à notre place ce qu'on va faire, combien il faut payer. Mais pour que Google décide ça, et on lâche un peu les mains, hein, on donne le compte à Google, même vos consultants, s'ils travaillent sur cette phase-là, vont un peu moins travailler, ils vont plus être en observation, parce qu'on lâche les mains, c'est Google qui décide. Ça, on n'y va jamais, super important, avant d'avoir fait cette phase-là. Et moi, j'ai souvent des comptes que je vais gérer, qui sont à ce moment-là de la vie, sans avoir fait cette phase 1 et cette phase 0. Auquel cas, je mets en pause. Honnêtement, sinon, il n'y a aucun intérêt. Vous allez perdre de l'argent. Super important. Et puis, passer cette période, où ça commence à être rentable, quand on a des conversions, qu'on maîtrise bien les choses, on va atteindre un plafond de verre, souvent. C'est que si on augmente le budget, on ne va pas forcément augmenter le nombre de conversions. Parce qu'on va avoir récupéré tout ce qui se passe sur son marché. Toutes les personnes qui tapent acheter chocolat, aujourd'hui, boum, ont une annonce payante de votre marque qui leur disent « je suis le meilleur, viens chez moi, mon chocolat il est moins cher que les autres, il est meilleur que les autres ». À ce moment donné, on va plutôt travailler sur des leviers un peu différents, un peu plus haut de tunnel. On va faire de l'acquisition, on va faire du remarketing. On va dire à des gens qui sont venus, qui n'ont pas acheté, reviens chez moi. On va dire à des gens qui ne vous connaissent pas du tout, viens chez moi, c'est super. Ça, c'est la phase que j'appelle, c'est la fin du scaling. C'est là où on va aller chercher, via de la publicité normale, le haut de tunnel, tous les indécis, toutes les personnes qui ne vous connaissent pas. Parce que c'est un peu long à faire, ça peut coûter de l'argent, mais c'est ce qui à la fin vous permet de scaler indéfiniment parce que le marché est énorme quand on va chercher toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Mais je commence toujours, super important quand on fait du Google Ads pour une startup, par le bas de tunnel. Commencez par le SEA, s'il vous plaît. Commencez par être présent là où vos prospects ont vraiment envie de vous acheter. Super important. Point 1. La configuration data. Il faut juste un Google Tag Manager. C'est un petit outil annexe dans l'écosystème Google, c'est gratuit. Et une fois qu'on le met en place, on peut dire à Google Ads, grâce à Google Tag Manager, lui, il a cliqué sur un formulaire après avoir cliqué sur mon annonce payante. Donc tout va bien, j'ai un clic et j'ai une conversion. C'est super. Grosso modo, si vous n'avez pas le temps, l'envie de passer votre dimanche après-midi sur des blogs de configuration, il va passer par un freelance, c'est super rapide, il va vous mettre en place tout ça et vous allez avoir une data qui sera très propre sur le site. Mais aujourd'hui, avoir un compte Google Ads qui n'a pas un tag manager associé pour remonter l'information de ce qui se passe sur le site,
à l'intérieur de Google Ads, il faut arrêter tout de suite, vous perdez de l'argent. Donc on arrête. La phase 1 du scaling, où on reste très simple, où on contrôle tout, on ne laisse pas trop la main à Google, on va vraiment se positionner en fonction de notre budget au moment où on veut l'être face à des personnes qui nous recherchent. On va commencer par protéger sa marque. N'oubliez pas, hein, mettez 50 € par mois, vous vous achetez vous-même, ça évite, si un concurrent veut le faire, parce qu'il a le droit de se faire voler du trafic quand les gens vous recherchent. Ça vous fait aussi plus de place sur le téléphone quand quelqu'un vient vous chercher parce que du bouche à oreille a eu lieu. Donc, n'oubliez pas de protéger votre marque, c'est pas cher et c'est vraiment important, surtout dans l'univers startup où il n'y a pas trop de pitié et où je vois souvent des gens qui vont venir acheter les marques des concurrents pour voler votre trafic, pour voler votre business. Et ça arrive souvent, pour le coup. Ensuite, on va travailler à trouver les bons mots-clés, à avoir des annonces qui donnent envie de cliquer. Moi, j'aime bien atteindre 10% de taux de clic. Cette phase-là, elle peut durer 9 mois tant que je n'ai pas mes 10% de taux de clic quand je suis premier sur Google. C'est super important. J'aime bien aussi savoir que je fais des ventes, savoir que je fais des conversions. Un minimum pour moi, quand vous faites Google Ads, c'est d'avoir 30 conversions par mois, donc pratiquement une par jour. Si on est à moins de 30 conversions par mois, on va rester en permanence dans cette phase-là et on ne va jamais donner à Google la main. C'est super important parce que ce algorithme, c'est un enfant ici. Et si cet enfant n'est pas nourri avec cette information, il fait n'importe quoi, il va claquer votre budget. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, on va attendre dans cette phase d'avoir des annonces qui cliquent et d'avoir 30 conversions. Si on n'a pas ces indicateurs-là, en lead generation, il ne faut pas y aller. Et en e-commerce, de toute façon, c'est que vous ne faites pas assez de ventes du tout. Donc, il ne faut même pas y aller du tout. Et on peut commencer à créer aussi quelques pages de vente pour avoir des taux de conversion intéressants. Ça, c'est une phase, pour moi, où le budget va être entre 500 € par mois et 10 000 €. C'est assez large, mais on peut bien travailler avec ce budget-là, sur cette phase-là. On peut aller chercher ces indicateurs sans trop de soucis. En dessous de 500 € par mois, honnêtement, ça va être super compliqué. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations. Et au-dessus de 10 000 €, normalement, vous avez au moins 30 conversions par mois. Sinon, vous êtes sur un marché assez compliqué où vous perdez beaucoup d'argent. Et dans ce cas-là, il faut challenger vos agences. Puis, si possible aussi, essayez de créer des pages de vente et pas de rediriger tout votre budget sur la page d'accueil. Ça n'a pas beaucoup de sens à un moment donné. Quelqu'un qui recherche du chocolat blanc, par exemple, on va le rediriger vers une page chocolat blanc ou une feature de votre produit et pas juste la page d'accueil. Et quand on a fait tout ça, on arrive au truc qui est vraiment intéressant pour moi. C'est la bonne phase du scaling. C'est ça que j'appelle la croissance court terme pour le coup. Si on est bon et qu'au bout de 2 mois, on a tout configuré, qu'on a ces indicateurs-là en CPC manuel, et ben là, on dit OK Google, je vais faire un truc qui s'appelle maximiser les conversions au CPA cible. C'est des stratégies qui sont proposées par Google dès le début, mais il ne faut jamais cliquer dessus, hein, super important. Il faut cliquer dessus uniquement quand vous avez ces indicateurs. Et là, on lâche les mains. C'est comme une Tesla. La voiture va conduire tout seul, littéralement. Google va décider combien d'argent il faut mettre pour être premier face à telle personne. Parce qu'il a en tête ceux qui ont déjà acheté chez vous. Et ça marche super bien. Quand on fait ça, on peut augmenter le budget progressivement sans voir de gros soucis. Donc, c'est vraiment sympa, mais il faut faire un peu moins de travail, un peu moins de modifications. Ça, c'est une phase de scaling où Google a besoin de stabilité. Ça ne bouge pas. Oui, on va prendre du volume et on commence à trouver des choses intéressantes et on se dit, putain, ça marche quoi. Sur mon marché, j'ai juste augmenté le budget tous les 15 jours, je rajoute 10% de budget. Et ça monte, parce que j'ai laissé la main à Google. Il sait à qui il faut envoyer mes pubs et il sait combien d'argent je dois mettre pour être premier quand je fais une enchère par rapport à un concurrent. Alors qu'ici, c'est vous qui décidez. Donc, c'est un peu chronophage. Mais tant qu'on n'a pas ces indicateurs, on ne passe pas à la phase 3 ou à la phase 2. Et enfin, quand on a atteint ce que j'appelle le plafond de verre. Vous êtes premier pratiquement tout le temps face à quelqu'un qui fait une recherche sur ce que vous vendez. Vous avez des parts d'impression. Par rapport au nombre de personnes qui cherchaient ces chocolats, c'est vous qui 70% du temps apparaissez. Là, on va arriver à un problème, c'est que si on augmente le budget, il ne se passe plus grand-chose pour le coup. On va juste payer de plus en plus cher les rares personnes qui n'ont pas encore vu nos pubs. Donc, à ce moment donné, et pas avant, je joue du display, je joue du YouTube Ads et je vais faire du remarketing. Je vais créer des super visuels qui donnent envie de convertir, qui donnent envie de revenir et je les envoie à mes 10, 15 000 visiteurs par mois que j'ai sur mon site parce que c'est ça que vous allez avoir en termes de nombre de visites quand vous ouvrez des smart bidding pour leur dire revenez ou regarde, mon produit est super. Ça veut dire 2 choses, qu'il vous faut beaucoup d'argent. On ne lance pas ce type de stratégie si on n'a pas 2 000, 3 000, 4 000 € à mettre en place. Super important. En plus de ce qu'on dépense sur le SEA, forcément.
Et aussi, il vous faut un bon bandeau cookie. Pourquoi? Parce que pour envoyer vos pubs à des gens qui sont déjà venus sur le site ou à des pubs qui semblent à des gens qui semblent intéressés par ce que vous vendez, eh ben, il faut avoir l'information. Cette information, elle passe par le cookie. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de sites qui n'ont pas du tout le bandeau cookie. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, la CNIL peut vous mettre 4% d'amende. C'est un arbitrage à faire. Je vous recommande quand même de mettre le bandeau cookie. Hein, c'est beaucoup, 4% d'amende. Et pour ceux qui ont le bandeau cookie, bah, il est mal fait. Et beaucoup d'utilisateurs vont cliquer sur non. S'ils cliquent sur non, on ne peut pas savoir. D'ailleurs, on n'a pas le droit de savoir ce qu'ils ont fait, s'ils ont acheté, pas acheté. Et on ne peut pas faire de remarketing. C'est assez embêtant. Donc c'est un peu nouveau, ça. Moi, je ne l'avais pas. J'ai dû le rajouter dans mon rotation. Je ne l'avais pas comme dépendance avant. Aujourd'hui, c'en est une. Quand on veut faire du display, du YouTube Ads, eh ben, il faut avoir un bandeau cookie sur son site qui soit super sympa, avec des belles couleurs, qui explique pourquoi il faut absolument cliquer sur oui et être traqué par les cookies. Il y a plein de sites qui le font très bien. Hein. Le Monde, j'ai un client, YouSign, en ce moment, qui le fait. Et son bandeau cookie est super sympa. Il prend le temps d'expliquer pourquoi il faut cliquer sur oui, que ça ne va pas vous voler vos données et autres. Ça va juste leur servir à être plus précis. Si on arrive à maximiser le nombre de boutons oui sur un bandeau cookie, on peut ensuite faire du remarketing dans cette phase de scaling, mais qui arrive vraiment à la fin et pas dans les premiers mois. Super important. Si vous ouvrez un compte, ne lancez pas du display du YouTube Ads dans les 3 premiers mois, ça va juste s'écraser pour le coup. Sauf si vous voulez faire que du branding et vous faire connaître à tout prix en dépensant du budget comme sur une pub télé finalement, auquel cas, ouais, si vous voulez faire de la performance et être rentable, et c'est le but de ce webinaire, bah non, pour le coup, il ne faut pas y aller. Ça, c'est vraiment le plus important. Il faut avoir en tête ces différentes phases et pas se planter. Si jamais on arrive ici, par exemple, si on a fait les premiers, encore une fois, et ben, diminuer un peu le budget, essayer de revenir en arrière, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas été fait, parce que sinon, c'est un pétard mouillé, quoi. Ça peut exploser assez vite et ça serait assez dommage. Maintenant, sauf si vous avez des questions particulières, je vais rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, la phase 1, où on va essayer de paramétrer un peu la data. Ça ne prend pas beaucoup de temps, encore une fois, hein, c'est une minute du journée d'un freelance pour être sûr que tout se passe bien. On a une question qui est, est-ce que ça veut dire que dans la phase 1 à 3 mois, il ne faut pas cramer le budget? Alors, c'est une super question. Il faut effectivement éviter de cramer le budget tout en mettant assez pour avoir de l'enseignement, pour avoir de l'apprentissage. Donc moi, sur la phase 1, où on est encore en CPC manuel, je vais monter progressivement mon budget. Je vais essayer de mettre 1000, 2000, 3000 euros en progressif, mais je ne vais pas mettre tout mon budget annuel en me disant si ça ne marche pas maintenant, j'arrête. Parce que l'apprentissage est quand même long. On l'a vu, la phase 1, elle peut durer de 1 à 3 mois. Donc, tout claquer là-dessus pour essayer d'avoir de l'apprentissage, ça fait que derrière, si on a des réussites, si on atteint ces indicateurs, pour le coup, on n'aura plus de budget pour la phase 2, le smart bidding, où on laisse à Google. Donc, ouais, j'éviterai, j'irai assez mollo. Moi, honnêtement, ce que je vois souvent sur des comptes nouveaux, ça va être entre 1000 et 3000 euros de dépenses pour cette phase-là. C'est suffisant pour aller chercher ces indicateurs-là. Et ensuite, la phase où on ouvre à Google, on fait du smart bidding, on va plutôt être sur du 4 à 15 000 euros grosso modo. Et quand on arrive sur la phase où on doit faire du YouTube Ads, du display, du remarketing de masse, là, c'est des budgets en dizaines de milliers d'euros. Et comment définir le bon CPC manuel au démarrage? Alors, c'est là où Google est assez sympa. Au démarrage, il faut juste mettre une moyenne sur vos campagnes, disons 1 euro, sans trop se prendre la tête. Et ensuite, très rapidement, Google, mot-clé par mot-clé, va vous dire, avec une petite alerte rouge, sur ce mot-clé-là, il faut mettre plus. Sur celui-là, tout va bien. Sur celui-là, il faut mettre beaucoup plus. Tu as mis 1 euro, moi, c'est 14 euros mon minimum pour être affiché. Mot-clé par mot-clé, on va savoir combien il faudrait mettre selon Google pour être le premier. Et le selon Google est assez fiable parce que c'est lui qui dessine, pour le coup, c'est lui qui a accès aux enchères. Donc, on peut commencer avec n'importe quel CPC manuel, en réalité, celui qui vous semble intéressant au début pour ne pas perdre trop d'argent, mettons 1 euro pour la lead gen, et tout de suite, allez, une semaine maximum après la mise en ligne du compte, il y aura plein de mots-clés en rouge avec un petit message d'alerte à côté qui dira il faut que tu augmentes parce que là, tu es invisible, tu perds toutes tes enchères. Et donc, c'est comme ça que progressivement, on va avancer durant les semaines pendant ce premier trimestre en jouant mot-clé par mot-clé avec ça, avec les CPC. Et c'est là où Google est sympa, il le fait pour nous, pour le coup.
Alors, la phase 1, très rapidement, la data, installer un truc qui s'appelle le Google Tag Assistant. C'est gratuit, on le met sur Chrome et ça permet de savoir avec un petit code couleur si tout va bien en termes d'outils Google. Avant même de bosser, quand vous avez récupéré votre compte Google Ads, qu'on vous dit que tout est bon, tout est configuré, souvent c'est faux, souvent ça ne marche pas, souvent on a un double tagage, on a des trucs qui n'arrivent pas à récolter l'information. Et cet outil gratuit, Google Tag Assistant, c'est un petit plugin sur Chrome, on peut le trouver en tapant sur Google Tag Assistant, va vous dire avec un code couleur si tout va bien. Il faut le faire absolument tous les mois pour éviter toute régression. Et des fois, ça sauve la vie, littéralement. Et si bleu et vert, tout va bien. Si on est en jaune, il y a un petit souci. En cliquant dessus, on saura pourquoi on est en jaune ou en rouge. Par exemple, un double tagage, par exemple, un truc qui ne partirait pas. Auquel cas, capture d'écran, on envoie au développeur et on corrige la data pour être sûr de remonter la bonne info. Ensuite, super important, on en a parlé, cette phase de conversion. Après avoir cliqué sur un lien, on veut savoir qui clique sur le bouton acheter. Et ça, ce n'était pas natif dans l'outil. C'est pour ça qu'avant même de faire la phase 1 de scaling, il y a le côté configuration via le Tag Manager où on va lier Google Ads avec ce petit bouton d'achat chez vous pour que les deux se parlent et Google Ads puisse vous dire, après un CPC qui a été configuré à 5 € et 5 visites, combien j'ai fait de ventes sur ces 5 visites. Super important. Si on n'a pas ça, on met tout en pause. C'est le prérequis numéro 1 à challenger auprès de vos équipes. Aucun intérêt d'avancer si on ne peut pas traquer ce qui se passe sur le site. C'est comme Facebook, c'est le même principe. Facebook Ads, pardon. Il faut traquer à tout prix. C'est une demi-journée de configuration. C'est un freelance, c'est pas cher. Et on passe par l'outil Tag Manager. C'est le meilleur. Priorité des priorités. On arrête tout si on n'a pas ça. Vraiment, pour le coup. Et ensuite, moi, j'aime bien utiliser un outil qui s'appelle Data Studio. C'est un outil gratuit qui permet d'avoir des reporting un peu sympas. Un exemple de reporting concret, directement pour nos clients, par exemple, c'est à gauche mon nombre de visites sur mobile, à droite mon nombre de visites sur PC. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas dans Analytics. On ne l'a pas de cette façon-là, en tout cas. Donc, nous, on construit un faux funnel. Et d'ailleurs, on regarde ce qui se passe. OK, j'ai ramené 60 000 nouvelles personnes sur mobile depuis mes campagnes payantes ou non. À la fin, combien en pourcentage j'ai d'inscrits, c'est pour un formulaire, et à l'inverse, à droite, combien j'ai d'inscrits. Puis là, tout de suite, on va se rendre compte qu'il y a des petits problèmes d'onboarding. Sur mobile, j'ai acheté plein de gens, c'est super, j'ai dépensé 15 000 €, c'est magnifique. J'ai un début de funnel qui est splendide, j'ai une fin de funnel qui n'est pas dingue. Sur PC, par exemple, c'est un peu l'inverse, j'ai du mal à les faire rentrer, mais derrière, j'en récupère plus. Et j'ai finalement un taux de conversion final qui est de 1%, le double du mobile. Donc c'est super, mais j'ai un problème. Ou j'arrête d'acheter sur mobile, ou je travaille mon UX pour que le budget que j'investisse soit plus rentable. Et ça, ce genre de reporting, on peut le faire soi-même super simplement. Et une demi-journée de travail sur Data Studio, encore une fois, outil gratuit de Google, et boum, c'est réglé. N'hésitez pas à copier-coller tel quel ce que j'ai fait. Ça marche super bien et c'est vraiment pas compliqué. Hein. On n'est pas sur un outil à la Mixpanel qui va vous demander des heures et des heures de travail. Ces infos-là, elles viennent de Google Analytics. Elles sont aspirées automatiquement dans Data Studio. Ça met vraiment une demi-journée à créer. C'est vraiment pas compliqué. J'aime bien aussi, si vous utilisez cet outil qui est gratuit, mettre toutes mes dépenses. Google Ads, Pinterest, Facebook, TikTok. On peut tout avoir au même endroit. Le temps gagné est monstrueux en termes d'analyse, et surtout si on met beaucoup de budget au début. Donc, je vous laisserai cliquer un petit peu là-dessus. Et j'ai expliqué d'ailleurs comment ça marche pour créer la petite liaison entre les deux et envoyer à vos équipes des reportings avec les dépenses en temps réel et comment ça vous rapporte en temps réel derrière. Mais il n'y a pas beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent d'avoir ça de manière gratuite. Data Studio, oui, donc autant l'utiliser tout de suite. Et enfin, j'aime bien mettre côte à côte aussi ce qui se passe sur du court terme. Combien de ventes j'ai fait sur les 30 derniers jours et combien de ventes je fais depuis un an. Et ça, c'est super simple à mettre en place dans l'outil Data Studio. Pareil, on va juste paramétrer, c'est du Excel, hein, littéralement. On va juste paramétrer un petit truc à 12 mois glissant ici et un autre à 30 jours glissant à gauche. Puis côte à côte, on regarde ce qui se passe. Là, j'ai l'air de monter, sauf qu'en réalité, ce n'est pas extraordinaire par rapport à l'année dernière. Donc, si vous avez plus d'un an, n'hésitez pas à faire du court terme, long terme. Ça sauve la vie. Hein. De temps en temps, on peut vraiment rentrer dans des questions compliquées de pourquoi ça ne va pas, c'est catastrophique, on est en train de mourir. En fait, non. Par rapport au mois de l'année dernière, on a fait x3. C'est juste que là, en ce moment, ça se passe mal, mais on fait déjà x3 par rapport à l'année dernière. Donc, continuons la stratégie, faisons des petits correctifs, mais surtout ne repartons pas en arrière, sinon on va casser une tendance qui existe depuis un an. Et dans l'univers startup, on va tellement vite
que je vois régulièrement des personnes qui cassent des stratégies payantes par peur des chiffres court terme. Ça fait 7 semaines que tout se casse la gueule, j'avais un compte qui marchait bien, je vais tout arrêter, je vais relancer une nouvelle campagne. Ou alors je vais revenir en CPC manuel. En fait, non. Tu es en train de faire une erreur catastrophique parce que tu étais sur une montée progressive long terme. Super important. Et Data Studio, il suffit de taper Google Data Studio sur Google pour trouver l'outil, vous permettre de créer ça, d'avoir ces petits reporting côte à côte. Alors, je vois une question, Lisa, peut-être qu'on peut y répondre avant de Parfait. passer. Je trouve qu'il y a souvent des écarts entre les différents outils, Shopify versus Google Ads. Faut-il essayer de comprendre les écarts? Alors, ouais, il y a beaucoup d'écarts, tout simplement parce que Google Analytics, aujourd'hui, va être dépendant de votre bandeau cookie, alors que Shopify, pas forcément. C'est ce qu'on va appeler un back-office, là où vous avez l'intégralité de vos formulaires remplis, par exemple HubSpot, ou l'intégralité de vos dépenses, par exemple par Shopify. Cette donnée-là, elle est fiable à 100%. Par contre, la donnée dans Google Analytics, eh ben, elle peut casser, elle peut être effacée si quelqu'un refuse les cookies, et elle sera toujours minorée, elle sera toujours moins propre que dans vos outils, dans vos back-office. Par contre, dans Google Analytics, on a les différents leviers de trafic. On sait d'où viennent les personnes. Alors que dans le Shopify ou dans le HubSpot, on ne sait pas d'où viennent les personnes qui ont acheté. On a juste un chiffre macro. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions, à part essayer en passant par un expert, honnêtement, parce que tout ça, c'est compliqué, à part d'essayer de configurer au mieux Google Analytics dans la mise en pause, dans son script, dans son board de cookies, pour retrouver les mêmes données. Moi, j'arrive jamais, honnêtement. Au maximum, je vais avoir 90%, 95% de chiffres exacts entre mon back-office Shopify et mon Analytics, mais je n'ai jamais 100%. L'idée, c'est de piloter avec ces deux outils-là, côte à côte, mais ne pas chercher à tout prix à avoir une rencontre parce qu'elle n'existera pas pour des problématiques techniques, des problématiques de tracking et autres. C'est vraiment pas les mêmes outils. Il y en a un qui est fait pour analyser ce qui se passe sur le site par source de trafic et l'autre qui est fait pour voir juste la fin, combien d'achats j'ai eu. Et il faut utiliser les deux. Si vous avez par contre une différence de plus de 50% entre Analytics et votre back-office, Shopify, HubSpot ou Salesforce, là, oui, là, c'est catastrophique. Il y a en urgence une problématique à corriger la data, plutôt côté Analytics, parce que c'est là où normalement ça bug. Le Shopify n'est pas censé bugger. Et il va falloir faire intervenir un expert, malheureusement. Si on arrive à 80, 70%, 80, 90% de réunification entre les deux chiffres, il faut piloter avec, malheureusement. L'alerte, elle est aux alentours de 50%. Là, oui, il n'y a plus qu'un intérêt, c'est un vrai problème. Voilà. C'était une très bonne question pour le coup. Et c'est ce pourcentage de réunification qui va faire que tu peux continuer à analyser les deux outils en parallèle où il y a vraiment un souci. Maintenant, la phase 2, donc la partie CPC manuelle au début, sur des campagnes de search, très bas tunnel. On va chercher des gens qui veulent nous acheter. Et le premier point, c'est tout bête, mais comment vous feriez pour vous mettre à la place de vos prospects? Parce que pour mettre une publicité face à une recherche, il faut connaître la recherche. Et on a souvent ce problème que j'appelle moi de la tour d'ivoire du créateur. Vous pensez savoir ce que vos prospects recherchent? Eh bien non, pour le coup, désolé, c'est un des trucs les plus durs à comprendre. Moi, le premier, en tant que fondateur de mon agence, je pensais savoir ce que les gens voulaient. Agence Google Ads, bah non, en fait, pas du tout. Ils tapent ça, mais ils tapent aussi comment être rentable sur Google, c'est quoi le display. Plein de recherches différentes sur lesquelles je devrais être premier parce que ça pourrait m'apporter du business, mais sur lesquelles je ne suis pas parce que je suis resté dans ma tête avec 3 façons de raconter l'histoire, 3 façons de faire une recherche sur Google. C'est pas de la data, c'est pas propre. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser un outil pour se mettre dans la tête de vos utilisateurs et regarder ce qui se passe vraiment. Cet outil, on l'a dans Google Ads, et ça c'est cool, ça s'appelle le Keyword Planner ou outil de planification des mots-clés en français. C'est super sympa. Il suffit de taper un mot-clé ou le site de votre concurrent et on a tout de suite toutes les recherches associées qui se font sur Google en ce moment qui vont s'afficher. Puis derrière, il suffit de sélectionner mot-clé par mot-clé ce qui nous intéresse pour aller ensuite afficher une publicité dessus, tout bêtement, en les structurant dans son compte. C'est un outil qui vraiment est assez peu utilisé par les personnes qui ont Google Ads. Et c'est dommage parce que c'est tout aussi puissant que d'autres outils du marché comme SEMrush, comme Ahref ou Ubersuggest, des outils dont on a souvent parlé, qui sont freemium ou très chers ou complexes à utiliser. Google Ads a créé la même chose en interne, super simple, et qui a une donnée très fiable.
Si là, je tape chocolat.fr ou acheter chocolat, qui sera en recherche Google, je veux vraiment avoir toute une colonne de recherche différentes avec à chaque fois le volume de recherche associé. Donc, j'ai plus qu'à acheter les 10 recherches sur lesquelles il y a plus de recherches et les tester, puis voir si mon annonce ça donne envie, si j'atteins mes 10% de clics dessus, puis ensuite si j'atteins mes conversions une conversion par jour. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle question. Est-ce que ça fait réagir ce Keyword Planner? N'hésitez pas à lever la main et à interagir en direct avec nous. Oui, c'est une question. Ok, d'accord, pardon. Voilà, allez-y tout de suite. Honnêtement, en sortant de ce webinaire, si vous avez déjà un compte Google Ads, ça va se retrouver dans outils et paramètres. Ici, j'ai un chapitre, on regarde. Il suffit de cliquer tout en haut à gauche, outil de vérification des mots-clés. Et là, tapez vos noms de concurrents, tapez la recherche qui, selon vous, est celle qui est faite. Et derrière, Google va vous lister toute la réalité des recherches. Ça peut aider à tous les niveaux. Ça peut aider une étude de marché pour faire des newsletters. Ça peut aider une étude de marché pour rédiger des contenus. Ça peut aider une étude de marché pour faire un webinar, pour trouver le titre d'un webinar. Ouais, je vais le trouver ici, le titre de mon webinar. J'ai eu des recherches autour de rentabilité court terme. Google m'a dit qu'il y en avait, donc je me suis servi pour la rédiger à tous les niveaux, pas que sur Google Ads quand on achète la première place. Ça va servir. Donc c'est super sympa, faites-les à tout prix et c'est gratuit. Outil de planification des mots-clés dans l'outil et paramètres en haut de votre compte Google Ads. Une fois qu'on a trouvé les mots-clés, là, il faut faire gaffe. Google va vous proposer de les acheter de 3 façons différentes, ou en enquête large, ou en exact, ou en mots-clés exact. Pour commencer, je vous préconise d'être plutôt en mots-clés exact, puisque sinon, Google va se permettre plein de choses, va se permettre de vous afficher là où vous ne voulez pas être, et ça peut faire perdre de l'argent. Quand on découvre un compte, quand on est encore en CPC manuel, je préfère vraiment être en mots-clés exact. Pourquoi? C'est l'exemple concret de ce que Google fait. Si on reste en requête large, quand on achète le mot-clé, on ne va pas sélectionner dans le petit menu déroulant que je vous ai montré l'information mot-clé exact. Si on reste en requête large et qu'on a acheté chapeau femme, Google va diffuser vos annonces et vous faire perdre du budget sur vêtements pour femmes. Ça n'a rien à voir. C'est littéralement rien à voir. Le taux de rebond va être énorme. Le taux de clic ne sera jamais de 10% parce qu'on ne répond pas à la problématique de l'internaute. Il n'y a pas d'intérêt. Et ça, c'est une des erreurs les plus communes sur Google Ads. C'est d'avoir des gens qui trouvent les bons mots-clés, qui trouvent les bonnes recherches, qui mettent beaucoup de budget pour être premier, ou en CPC manuel ou en enchère automatique, mais qui achètent dès le début en requête large et qui vont donc se positionner sans le savoir, sans que Google lui dise, sur des recherches qui n'ont rien à voir. Et là, c'est clairement ou des impressions qui n'auront jamais de clic, donc un compte qui n'aura jamais de conversion, ou alors des clics de personnes qui vont très vite, parce qu'ils vont voir femme à l'intérieur en pensant trouver des vêtements, mais qui vont arriver sur un site de chapeau, qui vont partir tout de suite. Tout le clic, vous l'avez payé et vous a coûté 3 €. Ce n'est pas super intéressant. Donc, toujours commencer par être en mots-clés exacts. Ça prend cette certification-là. C'est des petits crochets qu'on va avoir autour des mots-clés que vous achetez. Si vous n'avez pas de petits crochets autour de vos mots-clés dans votre interface Google Ads, il y a urgence. Surtout si vous êtes en phase 1 de scaling. Là, il y a grosse urgence. C'est comme les conversions tout à l'heure. Il faut arrêter tout de suite parce qu'on ne fera pas de croissance court terme. On ne fera pas de rentabilité court terme s'il n'y a pas de conversion et qu'on achète en large. Là, c'est sûr, le compte, il est voué à mourir. N'oubliez pas aussi de vous balader un petit peu sur un indicateur un onglet qui s'appelle termes de recherche. On va voir exactement ce où Google nous a placé. Par exemple, il a décidé, moi je m'achète moi-même Weebloom pour éviter qu'un concurrent m'achète. Quelqu'un a tapé Weebloom Lyon, je ne sais pas pourquoi, mais parce que mes bureaux sont à Paris, Google a décidé d'afficher une pub quand même sur Weebloom Lyon. Donc il faut que j'essaye de comprendre pourquoi. Peut-être que j'enlève le mot Lyon, si jamais je n'ai pas de bureau là-bas, ça ne m'intéresse pas forcément. Une fois qu'on a paramétré tout ça, qu'on a notre data qui est propre, qu'on a un premier mois de test avec des CPC manuels qui commencent à être équilibrés parce qu'on n'a plus de mots-clés en rouge, parce que Google nous a dit il faut que tu mettes 1 € ici, 50 centimes ici, 10 € ici, en fonction de l'intention du mot-clé. Les mots-clés qui vont apporter beaucoup d'argent, il faudra mettre beaucoup d'argent pour être visible. Les mots-clés qui, selon Google, ne sont pas intéressants, il faudra mettre moins d'argent, tout bêtement. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a identifié les bons mots-clés, qu'on a le suivi des conversions, qu'on a acheté en exact au début, on travaille le CPC manuel, on va s'intéresser un tout petit peu au Quality Score avant de passer à la phase 2, le Smart Bidding. Quality Score, c'est une note que Google vous donne et qui va influer sur votre position. Super important. Il n'y a pas que le budget et le CPC manuel qui est pris en compte. Vous pouvez mettre 10 € pour être premier. Si votre page est vraiment horrible, vous n'allez pas être premier, vous allez plutôt être 3 ou 4e.
C'est intéressant de l'avoir aussi en tête. Cette indication-là s'appelle le niveau de qualité, elle est sur 10. Ça peut être aussi un no-go. Si on ouvre un compte, si demain vous ouvrez vos comptes et vous demandez à votre agence ou en interne, la personne qui gère, quel est mon niveau de qualité sur le mot-clé le plus intéressant pour moi, où je dépose le plus de budget, et qui vous dit ah bah, c'est 1 sur 10, je n'avais pas remarqué, il faut le virer. Ou alors, vraiment, pour le coup, ou alors il faut mettre en urgence un travail en interne pour plaire de nouveau à Google, parce qu'avec 1 sur 10, on ne fait rien. Il n'y a aucune croissance court terme possible. Google va vous faire payer très cher, il ne va jamais vous diffuser, même si vous avez un bon CPC manuel, même si vous avez les bons mots-clés, il ne va rien se passer. Petit problème, c'est que cette note, elle n'est pas affichée sur l'interface Google. Quand on arrive, quand on ouvre son interface et qu'on va regarder ses mots-clés, sa rentabilité, il n'y a pas marqué. Il y a une obligation de la rajouter. C'est une colonne qui n'est pas native. Elle existe, mais elle est cachée. Il faut la rajouter. Je ne vous montrerai pas comment faire. Il faut rajouter cette colonne niveau de qualité pour savoir quelle est ma note et travailler en priorité sur les notes qui sont très mal notées. Parce que là, on a un vrai souci. Peu importe le budget qu'on va mettre, on ne sera pas diffusé. Et on ne passe jamais sur une phase de scaling, smart bidding, maximiser conversion et autres, donc la phase 2, quand on est à 3 sur 10, 5 sur 10 ou même 6 sur 10 en termes de quality score. Vraiment, c'est un conseil. Sinon, vous allez juste dire à Google, dépense ce que tu veux. Il va vous dire, t'es sûr, hein, parce que je t'aime pas. Tu as une mauvaise note. Ouais, vas-y, dépense ce que tu veux. Et là, le budget va mourir en une semaine pour le coup, sans aucune conversion derrière. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et une fois qu'on a identifié les pages nulles, il faut simplement les retravailler ou travailler l'annonce Google. Mais ça, c'est souvent plutôt bien fait. Ce n'est pas très compliqué de rédiger une annonce qui fait 10%. Au pire, on teste tous les jours, puis quand on arrive à 10%, on arrête et on est bien noté. Mais on va surtout travailler la page de destination, la page de vente. Là, Google va noter plein de trucs. Est-ce qu'elle va vite? Est-ce qu'il y a des bons mots-clés à l'intérieur? Est-ce que vous vendez bien votre produit? Il va vraiment la scanner. Google va vous noter sur la page de vente. Donc, si votre site n'est pas dingue, mais que vous mettez beaucoup de budget sur Google Ads, il ne va rien se passer. Il faut que la page de vente soit propre. C'est un élément qui est souvent oublié. Google te charge de nous rappeler avec cette note niveau de qualité qu'il faut absolument rajouter en colonne sur vos interfaces. Je vous montrerai après comment. Je parlais de l'annonce, comment rédiger une annonce pour avoir 10% de tout clic, 10% de personnes qui cliquent dessus en la voyant quand vous êtes premier sur acheter chocolat. J'ai quelques exemples en bas. C'est relativement simple. Il ne faut pas qu'une annonce, il faut aussi des extensions d'annonces. C'est un petit truc à paramétrer. Souvent, c'est fait, mais je préfère le rappeler. L'extension d'annonce, ça permet d'avoir beaucoup plus de place et donc d'avoir beaucoup plus de clics. Google va vous demander d'écrire 15 titres différents, puis ensuite, il va sélectionner dans ces 15 les 3 ou les 2. Là, on en a 2 ici qui fonctionnent. Pourtant, ça peut être 3. N'oubliez pas de bien réfléchir à des typologies différentes. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des accroches et des call to action. Ici, par exemple, on va avoir l'accroche exacte. Tu veux une RC professionnelle, je suis une assurance RC professionnelle, mais ensuite, j'ai un call to action qui est attestation immédiate, ou alors viens sur mon site, ou alors devis gratuit. Et j'ai toujours un mix quand j'écris une annonce entre ce que je te vends et l'action que tu dois effectuer en cliquant sur l'annonce. Ça paraît bête, c'est du marketing de base qui date de 30 ans, mais ça marche. Et le nombre d'annonces que je parcours qui n'a pas ça en compte, et donc qui n'atteint pas le 10%, est affolant, alors que c'est vraiment super simple à écrire. Souvent, on va même avoir, par exemple, l'accroche, donc ce que vous vendez, un call to action et la marque. Assurance RC professionnelle, attestation immédiate, Maïf. Tout le monde va cliquer en voyant ce genre de choses. C'est simple, c'est efficace dans le cerveau, ça donne envie de cliquer, tout bêtement. Ici, c'est un peu moins bien fait parce qu'on va avoir 2 fois acheter voiture, acheter votre voiture, mais on a quand même la notion en ligne. Donc, on le répète un petit peu. Et le fait d'avoir plein de fois voiture peut aider en termes de clics. Par contre, derrière, sur les extensions d'annonces, c'est bien fait. On rappelle le choix de marque, c'est presque de la réassurance, et on fait appel à l'argument marketing le plus simple. Les prix ne sont pas chers puisqu'on a des financements à bateau. Ici, pareil, dans les extensions d'annonces, on va avoir une notion de prix. C'est souvent le cas. On profite des extensions pour dire qu'on est moins cher que les autres ou que les frais sont offerts. C'est toujours rassurant. Si jamais vous êtes bien noté, parce que votre site existe déjà depuis longtemps, on peut rajouter des notations clients pour avoir des petites étoiles en dessous. Il faut simplement passer par un outil tiers, puis ensuite ça va te faire de manière dynamiquement. Et on peut aussi rajouter à l'intérieur ce que les gens ont déjà tapé. C'est un peu compliqué, j'en parlerai après, mais ça peut permettre d'avoir un super bon taux de clic. Plutôt que de rédiger 50 annonces, acheter chocolat blanc, acheter chocolat vert, acheter chocolat rouge, on va juste dire à Google,
rajoute rouge, vert, jaune dans mon annonce en fonction de ce que la personne a tapé. Comme ça, on n'en rédige qu'une seule et pas 50 et ça va beaucoup plus vite. Ça peut être assez sympa. Sur la structure de compte, une fois qu'on a tout ça en tête, c'est très simple, c'est très mathématique, c'est structurant. On va avoir une campagne qui va s'appeler chocolat, une autre campagne qui va s'appeler bonbon. Puis dans chocolat, on va avoir blanc, noir. Puis là, on va avoir chocolat blanc pas cher, chocolat blanc cacao, chocolat blanc 50%, annonce, chocolat blanc 50%, découvrez notre marque, livraison offerte, et ainsi de suite. Boum, boum, boum. Donc on reste très structuré pour éviter de se perdre. C'est enfantin, mais il faut le respecter. Les fameuses enchères, parce qu'on arrive bientôt à la phase 2, au scaling. Quand on a depuis 2-3 mois ce fameux 10% de taux de clic sur nos annonces, des conversions tous les jours, on arrive à avoir quelqu'un qui va au bout, qui achète, on le sait parce qu'on a bien configuré la data, nos mots-clés sont propres, on est content du budget, on peut commencer à donner la main à Google, à passer sur cette phase de scaling où là, on va vraiment se lâcher en termes de budget et on va y aller parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant Google. Pour ça, on a le choix entre plusieurs enchères. On va passer du CPC manuel dans la configuration, dans le paramétrage, à maximiser les conversions ou alors CPA cible, qui sont les deux stratégies d'enchères les plus connues aujourd'hui sur le marché. Celle-ci, on dit à Google, tu prends tout mon budget et tu vas chercher le plus possible de personnes qui convertissent. Et celle-ci, on dit à Google, tu prends tout mon budget, mais quand même, si ça me coûte plus de 10 € le formulaire rempli ou plus de 10 € le t-shirt acheté, tu t'arrêtes et je veux plus que tu dépenses le lendemain. Donc, ça peut être un peu plus intéressant pour maîtriser ces dépenses. Mais dans les deux cas, c'est des stratégies d'enchères où on donne la main à Google. Il faut qu'il ait déjà un peu de data. Il faut qu'il sache déjà ce qui marche pas chez vous. Il faut que vos annonces soient parfaites, que vos pages de vente soient parfaites. On ne donne pas la main, encore une fois, si on n'est pas sûr de son content. C'est super important. Et que votre quality score soit parfait. On ne passe pas à maximiser les conversions si on a 1 sur 10 en notation Google. Aucun intérêt, encore une fois, c'est se tirer une balle dans le pied. Et c'est souvent le cas pour le coup, malheureusement. On peut même aller un tout petit peu plus loin. Si vraiment ça marche bien, la phase 1, vous êtes en CPC manuel, que tout va bien, vous êtes content, vous avez un peu augmenté le budget, vous avez un peu cramé de budget et ça continue à performer. On n'est pas à 30, mais on est à 60, 90, 100 conversions peut-être par mois. Pourquoi pas, avant de basculer sur la phase 2, faire un petit test et y aller en test AB. C'est-à-dire que ne pas faire confiance totalement à Google, mais de se dire, attends, je vais prendre 50% de mon budget, je vais rester comme je suis aujourd'hui, pas toucher, parce que ça me va bien, ça fait 3 mois que je galère, j'ai un compte qui tourne, enfin, et 50% de mon budget va être mis sur ces fameuses stratégies automatiques. Ça s'appelle le test AB, c'est super simple à mettre en place, et ça peut vous sauver la vie. Parce que si on se rend compte qu'en fait, sur votre marché très spécifique, Google n'est pas assez bon et n'arrive pas à trouver à qui il faut afficher une pub, et ben, on revient en arrière. On va cliquer sur refuser le test AB après 3 mois de test, revenir en arrière et sauvegarder toutes nos données. Si on fait le mouvement de la phase 1 à la phase 2, stratégie d'enchère manuelle à stratégie d'enchère automatisée, et que ça ne marche pas, vous allez reperdre 2 mois de travail, de tests. Il faudra repartir en arrière et ça met vraiment beaucoup de temps. Donc, si ça ne cartonne pas, si vous êtes moyen sur la phase 1 mais que ça vous plaît, passez tout de suite en phase 2, stratégie d'enchère automatisée à 100%. De toute façon, au pire, si vous devez revenir en arrière, on ne va pas perdre grand-chose. Si vraiment vous êtes content, satisfait de la phase 1, faites un test AB. Comment on fait ça? Il faut aller tout en bas, cliquer sur brouillon et test, aller chercher une nouvelle annonce, cliquer à l'intérieur sur stratégie d'enchère et puis ensuite cliquer tout en haut sur appliquer, run an experiment. Et ça va tout simplement dire à Google, si ça ne marche pas, si quand je te laisse la main, ça ne marche pas, et ben, tu reviens comme avant au bout de 30 jours et tu ne tues pas ce que j'ai créé moi. C'est assez avancé. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le sur des toutes petites campagnes ou peut-être sur des comptes tests sur lesquels vous avez mis 100 € pour ne pas vous planter, parce que c'est quand même pas si simple, malgré ce que j'ai mis en place. Mais honnêtement, à plusieurs milliers d'euros de dépenses mensuelles, c'est presque une obligation de passer par ça, surtout si ça marche très bien, encore une fois, comme j'ai dit, pour être tranquille. Et là, il faut apprendre à le faire ou voilà, challenger vos équipes, votre agence sur « Mais attends, tu m'as dit que tu étais passé en stratégie d'enchère automatique, c'est super, et tu as mis un test AB en place ?» Non. La prochaine fois, mets-le s'il te plaît pour être sûr qu'on puisse revenir en arrière si ça ne marche pas. C'est un élément de challenge assez important pour le coup, la mise en place d'un test AB quand on fait du Google Ads.
Vous allez voir aussi que Google adore vous recommander plein de choses. Il y a plein de messages, de pop-ins. C'est comme un site média, hein, Google. Et quand on est sur l'interface, il y a plein de petites pop-ins qui arrivent partout pour vous dire ah, c'est super, écoute-moi, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire. Il faut absolument que tu passes en maximiser les conversions, les fameuses stratégies d'enchères, même si ça fait 3 jours que le compte est en place. Il faut augmenter tes budgets, forcément. Il faut que tu mettes plein de mots-clés. Il faut que tu mettes plein de mots-clés en large. Donc, je me fais confiance, je sais où je vais. Et à 50% du temps, il a raison. 50% du temps, il a tort. Et cliquer sur le bouton Apply va tuer votre compte que vous bichonnez depuis 3 mois. Super important quand quand on écoute les recommandations qui sont vraiment poussées assez fortement dans le compte, hein, à y aller assez doucement et ne pas dire oui à tout, comme je le vois assez régulièrement. La bonne chose, souvent, c'est de ne pas cliquer sur Apply et de remarquer ce que Google vous propose et de le faire en test A/B. Donc, d'aller dire à vos agences ou en interne, tiens, j'ai reçu plusieurs messages qui me disent qu'on devrait augmenter le budget ou que je devrais passer enfin en stratégie d'enchère ou que je devrais tester de nouveaux mots-clés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux le tester, toi, à part, avant que j'appuie sur le bouton Apply? Et on voit derrière si ça fonctionne. Oui, dans ce cas-là, on applique la recommandation et on le fait sur tout le compte. Super, super important parce que ça, c'est aussi le genre de choses qui peut tuer quelque chose que vous avez travaillé depuis 3 mois avant, par exemple, de passer à la phase de 3. Un exemple concret, si on augmente les budgets, on ne les augmente jamais à plus de 15% par jour. Si Google vous dit multiplier par 2 au budget, ne le faites pas, surtout pas. Ça va tuer tout ce que vous avez créé, parce qu'il lui faut de la stabilité. Donc tous les jours, on va mettre 10% en plus. Et finalement, on va faire x2 sur le budget en 10 jours, mais jamais en 24 heures. Sinon, vous explosez votre compte. Si on passe en maximiser les conversions, donc la fameuse phase 2, quand on lui donne la main, ouais, mais viens un test A/B, surtout si ça marche déjà bien. Si on rajoute des annonces, oui, mais on fait attention à bien respecter ce que je vous ai dit. Au début, on a un titre qui rappelle ce qu'on fait. Ensuite, on a un call to action, viens chez moi, ou frais de livraison offert, ou tu vas avoir ton attestation en 3 minutes, et on finit peut-être par la marque. Mais on ne laisse pas Google rédiger lui-même les annonces, ce qu'il va vous proposer. Et si on ajoute des mots-clés en large, attention, on fait super gaffe à ne pas aller acheter des choses qu'on ne veut pas acheter. Et si vraiment on va aller très très loin, on va lier notre CRM, Shopify ou HubSpot, à Google Ads avec des outils un peu complexes à mettre en place. Là, par contre, il va falloir passer par un professionnel pour être sûr qu'on puisse suivre toutes les ventes, la valeur des ventes. J'ai dépensé 1000, j'ai gagné 10 000, j'ai dépensé 1000, 3 mois après, j'ai fait 5 ventes à 50 000, mais cette information, Google Ads, il ne l'a pas. Le seul moyen de lui apporter pour que vous ayez tout dans la même interface, c'est de faire des liaisons entre vos outils. Et ça, c'est un peu complexe et il faut pour le coup plutôt passer par un freelance ou changer vos agences là-dessus parce que ça peut prendre du temps, ça dépend de votre configuration, c'est pas si simple. Mais c'est quelque chose à avoir en tête, surtout quand on passe à la phase 3 du scaling où ça marche déjà bien et on va avoir plus d'infos, on veut ouvrir du display ou du YouTube. C'est un enfant, pour le coup, Google, encore une fois. Hein. Donc, si durant la phase de scaling 1, on lui donne des mauvaises infos, il n'a pas des bonnes conversions, on ne les a pas configurées ou la data n'est pas propre, il va mal grandir. Et s'il grandit mal, impossible de passer en scaling 2. Super important. Il faut vraiment considérer votre compte comme un enfant. Donc, c'est de la croissance court terme, mais très maîtrisée. On lui dit où aller. Et si on va trop vite, comme un enfant, il n'y a pas à aller jouer dans la cour des grands s'il existe depuis 2 mois. Sinon, ça va être catastrophique. C'est une bonne analogie, je trouve. Et enfin, ça, il faut l'envoyer directement tel quel à vos développeurs en sélectionnant ce lien. C'est un petit truc que Google a développé qui permet de récupérer un peu d'informations quand quelqu'un clique sur non sur le bandeau cookie. Si encore une fois, vous avez un bandeau cookie. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à envoyer ça à vos développeurs. Ils vont mettre en place un petit bout de script sur le site internet qui est RGPD compliant, qui est respecté par la CNIL. Et ce petit bout de script, il va quand même récupérer, il va virtualiser quelques informations de votre site, quelques conversions. Donc, ça va vous redire potentiellement ce que vous avez gagné quand quelqu'un clique sur refuser les cookies et qu'on ne puisse pas le traquer. Techniquement, c'est assez complexe. Je vous laisserai lire comme Google l'explique, mais ça peut être intéressant si on dépense 4, 5, 6 000 euros et qu'on a un bandeau de cookies qui empêche la récolte d'informations, de rajouter ça pour dire à Google, tu as quand même le droit de récupérer un tout petit peu d'informations, même si la personne a refusé des cookies.
Maintenant, sur une phase 1 ou sur une dépense à 1000, 2000 euros pour un site voilà, qui n'a pas forcément de mode cookie ou qui n'est pas bien configuré, bon, ce n'est pas le plus important pour le coup. Pareil, c'est la même chose que tout à l'heure. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça devient le futur chez Google Ads. Si on n'envoie pas les conversions, même si elles ont été faites 6 mois après dans Salesforce, on ne peut rien faire. L'enfant ne va pas grandir. Est-ce qu'on a d'autres questions, Lisa, là-dessus, ou je vous laisse peut-être les taper maintenant parce que c'était assez dense comme info? Et honnêtement, je préfère que vous leviez la main pour les poser directement parce qu'il y a beaucoup de spécificités et c'est plus simple. On est bon? Tout est très clair? Il y a quelques questions, mais honnêtement, elles ont toutes été traitées, je crois. Si ce n'est pas le cas, levez la main et posez vos questions à Clément, Ouais, il y répondra en direct. ouais. Ou reposez-les, reformuler d'une autre façon. C'est toujours intéressant de prendre le problème sous plein d'angles différents pour être sûr qu'on a bien répondu. Ah, je vois une main levée. Oui, bonjour. En fait, ma question c'était si quelqu'un a acheté notre marque, comment on peut le savoir? Comment on peut le savoir assez facilement en fait? Alors, c'est une très bonne question. Google Ads permet de le savoir. Je vais avancer directement pour te montrer où ça, ici. Dans l'onglet groupe d'annonces, analyse des enchères, tu vas savoir qui, sur la campagne que tu analyses en ce moment dans l'interface, achète le mot-clé que toi tu achètes. Donc, si jamais tu t'achètes toi-même, comme je le fais moi, tu le sauras. Si jamais tu ne t'achètes pas, aucun moyen de le savoir, à part en live, le voir en te tapant tout seul sur Google chaque jour pour vérifier qui s'affiche en face. Ok. Et j'aurais une autre question. Vous disiez que c'était assez critique, en tout cas pendant la phase 1 d'observation finalement, de bien configurer les choses, parce que ça va conditionner la suite. Dans ce cas-là, comment on peut faire ce diagnostic, soit par nous-mêmes, soit par une agence? Parce que même si on le confie en une agence, en fait, ils peuvent eux-mêmes se tromper. Du coup, comment on peut s'assurer que finalement, on ait bien tous les éléments bien en place? Est-ce qu'il y a une Hmm. checkbox, un tick box pour se dire j'ai fait ça, j'ai mis le tag manager, j'ai regardé, mais je me suis bien assuré que je ne suis pas en requête large, mais plutôt en mot exact. Est-ce que j'ai. Bah, malheureusement, je vois très bien la question, elle est vraiment pertinente. Euh, Malheureusement, non, il n'y a pas de checkbox, d'où ce webinaire, dont l'idée justement est de vous donner les grandes lignes de configuration à respecter pour s'assurer dans un cahier des charges, dans un brief, que les personnes en face le font. Maintenant, n'importe quel professionnel qui travaille depuis plus de 2 ou 3 ans sur l'interface et que vous allez payer pour une prestation doit le faire. C'est comme un mécanicien, pour le coup, qui ne vérifierait pas un niveau d'huile ou autre. C'est sa responsabilité qui est engagée, pour le coup. Normalement, c'est là où la confiance doit se faire avec le professionnel, peut-être en le challengeant un peu sur ces questions-là, pour être sûr qu'il le fasse lui, mais on n'a pas d'outils automatisés qui vont venir checker tout ça. Enfin, pardon, s'il y en a quelques-uns, une grosse agence, JVWeb a lancé Seiso, si je ne dis pas de bêtises, qui va venir faire un audit d'une partie de ces critères, mais pas tous à 100%. Donc, ça peut être intéressant quand même de passer par ces audits gratuits Google Ads. Il y a Ninja Ads aussi, je crois, qui fait ça, qui va venir auditer de manière automatique votre compte, qui va vous dire attention, effectivement, là, tu es en mot-clé large ou tes configurations ne sont pas configurées. Mais ça va être pour moi, allez, 50 à 60% des coches qu'il aura fallu cocher. Donc il faut le faire, mais rien ne remplacera le professionnel humain qui va vraiment faire la repasse totale des choses. Et si ça ne marche pas, s'il est mal fait, bah, retournez-vous contre lui parce que c'est de sa responsabilité que ça soit bien fait. Ok. Et, Ramsey, ce serait cool que tu poses ta question en direct. Sauf si Clément, tu arrives à la comprendre, mais de mon côté, n'étant pas une pro, Ouais, je ça t'en prie, peut en pas direct, c'est t'aider. peut-être plus simple.
Ou alors je regarde. Tu vois? Tu la trouves la question dans discussion? Ah, pardon, j'avais pas. J'attendais la question en live. Je regarde tout de suite. Ah oui, il y a pas mal de questions. Ok, je vais les reprendre rapidement, ça ne te dérange pas, Lisa, pour être sûr euh, que j'y ai bien répondu, même si je l'ai fait une première fois, je peux le faire sous un autre angle. Et puis à la fin, je prendrai les questions d'un question qui vient d'arriver. Hop, donc le bon CPC manuel, mettez entre 50 centimes et 2 euros au début. Dès la première semaine, Google va vous dire si vous êtes bon ou pas bon. Petite nuance par rapport à ce que j'ai précisé. Si vous n'êtes pas bon, on a ce petit message rouge qui vous dit attention, vous ne mettez pas assez cher sur ce mot-clé pour être premier. Si à l'inverse, il n'y a aucun message rouge, ce qui est intéressant, c'est de baisser doucement CPC manuel pour arriver au message rouge. Donc c'est un travail de rétro-ingénierie où tous les jours, on va venir enlever par exemple 10 centimes de son CPC manuel sur le mot-clé 90 centimes, 80 centimes, 70 centimes, 60 centimes. Puis quand on arrive à 50 centimes, boum, le lendemain, le petit message rouge va afficher. Et là, on se rend compte qu'en fait, on payait trop cher par rapport à ce qu'il fallait payer pour être premier et qu'on va économiser du budget par rapport à ce qu'on était prêt à donner. Donc, ça peut être intéressant de descendre aussi doucement son CPC manuel jusqu'à atteindre cette limite où Google vous dit attention, là, tu es vraiment, je peux plus, tu peux plus te battre face aux autres et je peux plus te mettre en première position. Donc l'ajustement des enchères en CPC manuel, honnêtement, ça peut être tous les jours. Parce qu'on n'est pas sur de l'algorithme, on sait à la main, tout bêtement, et Google va nous dire avec ce petit message rouge à côté de chaque mot-clé si on est bon ou pas. Si on est sur une enchère automatique, là par contre, il faut faire super attention, je l'avais dit, c'est toutes les 72 heures maximum. Quand on est sur l'automatique et qu'on dit à Google maximiser conversion ou va en CPA cible, plus on lui met d'informations supplémentaires, plus il peut exploser. Donc, c'est plus du tout journalier. Là, ouais, c'est peut-être quotidien, si ce n'est bimensuel, quand ça marche très bien. Alors, le bandeau cookie, effectivement, si on n'installe pas le fameux consent mode que j'ai marqué, qui est la réponse à Google depuis quelques mois à cette problématique, va fausser plein de choses. Donc, c'est super intéressant et pour vous, Ramzi, qui avait cette compréhension assez fine du problème, d'installer vite le consent mode. J'enverrai à la présentation, il y a le lien à l'intérieur, c'est gratuit et ça permet de récupérer une bonne partie de l'information qui est cachée et donc de revenir à un CPA un peu plus propre. Pour le concurrent, encore une fois, deux choses. Ou vous vous achetez vous-même, et je recommande de le faire si vous ne le faites pas déjà. Et si vous vous achetez vous-même, on va alors retrouver dans cette partie analyse des enchères qui est contre vous. Donc sur votre campagne qu'on va appeler de marque, où le seul mot-clé acheté, c'est vous-même, normalement, il n'y a que vous. S'il y a quelqu'un d'autre, c'est une déclaration de guerre. Il faut vite aller vérifier ce qu'il fait pour peut-être mettre une trêve en place ou alors l'acheter lui-même s'il ne veut pas. Si à l'inverse, vous ne vous achetez pas vous-même, il n'y a aucun moyen de savoir sur Google qui vous achète. Donc là, c'est à la main. Il faut aller chercher sur Google tous les matins, voir sur un téléphone, un 4G par exemple, voir si un concurrent vous achète ou pas. Alors, quand je dis tuer, ça veut dire des courbes sur Google Ads, donc des courbes de clics et de formulaires remplis ou d'achats qui vont progressivement tomber et d'un coup ne plus s'afficher. Donc, on va avoir des campagnes qui ne vont plus dépenser de budget, mais plus générer de conversion non plus. Et pourquoi? Parce que l'algorithme derrière, tout simplement, n'arrive pas à suivre, n'arrive pas à trouver à quelle personne il faut afficher une annonce et ne suit plus. Donc, tuer un compte, ça veut dire faire trop de modifications, y aller dans tous les sens, ne pas avoir les bons éléments configurés et finalement se retrouver avec beaucoup de dépenses sans aucun clic ou plus rien. Ça m'arrive régulièrement de voir des comptes sur lesquels, pouf, toutes les courbes s'arrêtent et on n'est plus du tout affiché. Alors, on ne dépense plus, mais on ne gagne plus non plus. Donc, c'est assez embêtant. En exact, quid des actions et pluriel? Aujourd'hui, Google n'a pas trop de soucis et arrive à vous positionner même en exact face à ça. Il considère qu'il se donne le droit, en tout cas, même sur de l'exact, d'aller un tout petit peu plus loin que ce que vous lui avez demandé pour s'assurer que vous ne passiez pas à côté de recherches sur lesquelles un S aurait été rajouté. Donc, pas de souci là-dessus. Il y a quelques années, on devait effectivement acheter tous les mots-clés pluriel, pas pluriel. Aujourd'hui, Google fait ce qu'il appelle de l'exact match, c'est-à-dire qu'il va se permettre d'aller un peu plus loin que ce que vous voulez pour être sûr de tout couvrir. Des fois, il va même un peu trop loin, au-delà des actions et des pluriels. Il faut quand même faire gaffe à regarder les termes de recherche. En tout cas, on n'a plus cette problématique. Si tu le mets en singulier, il va essayer de t'acheter en pluriel. Est-ce que ça répond à tout le monde avant de passer à la phase 3? J'ai l'impression.
Super, merci. Alors, avant la phase 3, j'ai un petit point bonus. Honnêtement, je vais passer très vite parce que vous allez pouvoir le voir dans la présentation. C'est comment configurer son interface. Il y a plein de trucs super sympas tout en haut. Le suivi de vos conversions, c'est là. C'est justement là où on va challenger une agence. L'outil de planification, il est là. C'est super important. Liste des mots-clés exclus, règles, c'est un peu complexe. Pas forcément utile pour le moment. Dans l'onglet rapport, il y a un truc super. Ça s'appelle le mot-clé pour réseau de recherche. Il suffit de cliquer dessus, de le paramétrer avec l'interface que je vous donne là. C'est vraiment très simple. À gauche, il y a un petit tableau. On va cliquer sur chacune des recherches, mots-clés, coûts, campagne, et de cliquer sur enregistrer sous, puis envoyer par PDF. Tous les lundis matins, vous allez recevoir, ou les personnes en charge vont recevoir, un PDF avec tous les mots-clés qui ont été achetés la semaine dernière, leur niveau de qualité ici, et le terme de recherche sur lequel Google vous a déplacé. Par exemple, j'ai acheté livraison à domicile. Google a décidé d'afficher mon annonce sur catariol-Thirier, livraison à domicile. Ben non, je ne veux pas, même si j'ai un bon niveau de qualité. Donc ça, si je le reçois tous les lundis matin, je sais que là, je perds de l'argent sur ce clic-là et je vais vite aller dans la campagne ou appeler mon agence pour lui dire « Attends, tu sais quoi, ces mots-clés sur lesquels tu me positionnes, ça n'a aucun sens. Tu t'es gouré, tu as acheté en large, il fallait acheter en exact, c'est pas bon. » C'est super simple, c'est vraiment un tip tout bête, mais qui peut changer la vie de nombreux comptes. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur rapport et à configurer sous cette forme le vôtre que vous allez consulter tous les 7 jours, tout bêtement. À l'intérieur, on a vraiment tout. Hein. C'est ça qui est sympa. Le niveau de qualité, le coût, les clics. Et si je vais sur la droite, je vais avoir le nombre de conversions que j'ai réalisées sur le compte. Donc, le nombre de formulaires remplis ou le nombre d'achats. Super sympa. Choix des mots-clés, on en a parlé, c'est pour l'outil gratuit de Google pour savoir sur quoi il faudrait être premier, tout bêtement. Analyse des enchères pour voir si un concurrent vous achète sur votre marque ou si vous achetez un mot-clé acheter chocolat, qui d'autre achète acheter chocolat. Super sympa aussi. C'est juste un peu caché dans l'interface parce qu'on va arriver en fait sur le groupe d'annonces initialement quand on clique sur cet onglet et on a un deuxième ici qui n'est pas forcément cliqué, c'est dommage, dans lequel on va voir qui achète le même mot-clé. N'hésitez pas quand vous rédigez des annonces à mettre des petits pings, ça permet de dire à Google, ça, je veux absolument le voir dans mon annonce. Ça peut augmenter votre taux de clic à 10% par exemple. N'hésitez pas, même si c'est compliqué, à faire des insertions de mots-clés dynamiques au lieu d'acheter, de rédiger une annonce pour chocolat rouge, chocolat jaune, chocolat bleu, chocolat bidule. Je vais juste acheter chocolat et l'insertion de mots-clés, ça va être la couleur. Et mon annonce va se rédiger en fonction de ce que la personne a tapé. Ça peut être très, très, très puissant. Il faut juste pas faire n'importe quoi avec, tout bêtement. N'hésitez pas à rajouter, ça c'est super important, dans les colonnes, sur ce petit bouton-là, ces informations. Combien je perds d'impressions par rapport à ma note et combien je perds par rapport à mon budget. Ça aussi est une bonne façon de passer à la phase 2. Quand je perds assez peu d'impressions, parce que je suis bien noté, donc je vais être à peut-être 20-30% d'impressions perdues, mais 2 fois sur 3, je suis tellement bien noté par Google que je suis en première position. À ce moment-là, si j'ai beaucoup de problème par rapport à mon budget, je peux passer en scaling 2, je peux passer en stratégie d'enchère automatique et je dis à Google, allez, vas-y, prends le budget, fais ce que tu veux, parce que enfin, je m'aperçois que ce qui me bloque, c'est le budget, c'est pas ma note. Ça, c'est une information qui n'est pas donnée, et c'est très bizarre, par Google dans l'interface de manière native, alors qu'elle est super simple à comprendre et qui vous permet de savoir quand il faut scaler. Et une question que j'aurais pu avoir, que j'ai souvent, c'est oui, mais à quel moment je scale? J'ai mes 10%, j'ai mes conversions, mais moi, je ne suis pas sûr d'être bien noté ou pas. On va rajouter, en cliquant sur colonne ici, ces 2 informations. Et on va voir ce qui se passe. Là, clairement, je ne suis pas encore sur un compte où je peux scaler parce que je mets déjà assez de budget, mais je perds 1 fois sur 2 ma vision, mon enchère, parce que je suis mal noté. Donc, sur ce compte-là, je vais bosser ma landing page. Je vais bosser ma page de vente. Je ne vais pas toucher au compte Google Ads. Je vais bosser ma page de vente. Je vais remonter en visibilité. Je vais être affiché plus souvent. Et quand c'est le cas, quand je serai à 10-20% ici, là, je passerai en stratégie d'enchère. Et là, je sais que le compte va exploser, juste en regardant ces 2 chiffres, pour le coup. Et puis, quand j'arrive à un niveau où je suis à 0 ici, parce que je suis parfait en termes de notation Google, et je suis à 0 ici, parce que je dépense déjà tout le budget qui doit être dépensé pour trouver toutes les personnes qui m'intéressent, et bien là, je passe en phase 3. Je fais du Facebook, je fais du Google, je fais du display. Je vais chercher des gens qui ne me connaissent pas encore.
tout bêtement. Mais ça, je le fais que quand j'ai couvert tout mon marché de bas de funnel. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Et c'est encore une fois une erreur assez récurrente d'avoir des personnes qui me disent non, mais je vais lancer, ça ne marche pas trop là, je vais lancer Facebook, je vais lancer du display pour faire venir des gens chez moi. Et avant de faire ça, corrige ce qui ne marche pas. Et sois sûr que quand quelqu'un tape acheter logiciel emailing, acheter ceci, acheter cela, eh ben, tu as mis en place sur Google Ads une stratégie pour être premier 70% du temps et que tu dépenses le budget qu'il faut. Et ça te sera 1000 fois plus rentable sur 3 mois de bosser ça que d'aller lancer du branding très haut de tunnel où je vais faire venir des gens, mais je ne sais pas trop comment je le mesurerai, ça me coûte beaucoup d'argent et puis finalement j'arrête et ni l'un ni l'autre n'a fonctionné. Ni le bas de funnel qui marchait déjà pas, ni le tunnel qui finalement ne marche que quand on sait bien vendre un produit. Donc, ces deux colonnes peuvent vraiment vous indiquer à quel moment on passe en scaling 3. Évidemment, on va rajouter ici le niveau de qualité et jamais descendre en dessous de 5 sur 10, tout bêtement. On va aussi le rajouter dans la colonne. Et j'arrive à la fin, je vous rassure, c'est beaucoup plus court le display parce que c'est vraiment la fin de la fin. Hein. C'est quand on a bien compris comment ça marche, tout ça. On va diffuser des publicités à des personnes qui sont ou données par Google. Ici, Google me dit sur ton business, je pense que les grands consommateurs de cloud seraient intéressés par ce que tu leur proposes. Ou alors, je vais chercher des gens qui ont visité mon site et je leur envoie une pub, tout bêtement. On peut même aller un peu plus loin. Ça, c'est un tips qui marche super bien. On peut aller envoyer une pub à des gens qui ont tapé le nom de mes concurrents sur Google. Par exemple, si je suis Mailchimp et que je vends des logiciels pour faire de l'email, toutes les personnes qui ont tapé Lemlist, Sendinblue ou les autres logiciels d'emailing et qui ont vu mon site, mais qui n'ont pas converti, je vais leur envoyer une pub. Et je vais mettre beaucoup d'argent pour leur envoyer une pub. En faisant ça, moi j'appelle ça l'audience tiède. On envoie des pubs à des gens qui sont en recherche, qui sont en benchmark, et on arrive à avoir des taux de clics qui sont supérieurs au moteur de recherche Google. Ça, c'est impossible. Normalement, le display, c'est comme Facebook. Si vous avez 1% de gens qui cliquent sur votre pub, c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Avec cette petite approche qui est quand même très experte. Il faut mettre un certain budget, ça se travaille, ça se construit sur le long terme. On va avoir des taux de clics qui sont réels, qui ne sont pas faussés et qui m'amènent des coûts par conversion juste hallucinants. Parce que là, vraiment, je suis sur quelqu'un qui a vu mes 3 concurrents, qui a regardé les prix, qui a vu mon site dans les 7 derniers jours. Il est un peu indécis. Boum, je lui envoie l'annonce qu'il faut bien quand il est en train de regarder un site sur le foot ou quoi que ce soit, un média quelconque. Il va avoir mon annonce qui lui dit moi, c'est moins 10%, c'est maintenant, voici pourquoi je suis le meilleur. Je vous assure que ça clique comme pas possible. C'est juste assez expert comme stratégie. Voilà pour le display, tout bêtement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour cette phase 3, la phase de fin où on remonte un peu dans le tunnel. Alors, une question de Stéphane. Ouais, c'est intéressant ça pour le coup. Cette campagne, elle était configurée comment? Parce que si elle était configurée en stratégie d'enchère automatique, il se peut que Google ait décidé que vous-même, quand vous recherchez cette recherche-là, vous n'ayez pas le droit à avoir une impression parce que vous ne correspondez pas aux gens qui devraient normalement acheter le produit. Ça arrive souvent. Quand on fait de l'enchère automatique, Google va exclure de la diffusion certaines personnes. Et on va finalement avoir une impression de 10 000 sur des personnes qui ont une autre façon de consommer Internet et pas soi-même. Si par contre on est sur une enchère manuelle, qu'on a eu 10 000 impressions sur un mot-clé en enchère manuelle et qu'on ne se trouve pas en se cherchant, là, il y a un problème malheureusement un peu plus lourd et il faudrait creuser le compte pour comprendre pourquoi. Mais oui, ça, c'est plutôt une alerte rouge dans ce cas-là. Ça dépend vraiment de l'enchère. OK, alors dans ce cas-là, si on ne peut pas trouver, c'est qu'on est sur un compte qui est pas configuré en expert, qui est configuré en simple. Et s'il est configuré en simple, Google prend tout pour vous, il fait tout pour vous et souvent il fait des enchères automatiques. Il ne fait pas du CPC manuel, ce qui expliquerait pourquoi vous ne vous trouvez pas. Ça soulève quand même, Stéphane, je ne vais pas le cacher, un petit souci pour le coup. Cette question, ça veut dire qu'il y a un paramétrage ou un pilotage qui bug un petit peu et en fonction du budget investi, c'est pas extraordinaire. Il faudrait creuser ça pour le coup.
J'arrive à la fin. J'ai toujours des petits cadeaux à la fin, hein. N'hésitez pas à utiliser 2 outils qu'on utilise chez WeBloom. Le premier, c'est un document d'aide où je mets plein de choses. Comment rédiger en SEO, comment faire une bonne publicité, comment configurer un peu l'interface Google Ads. C'est ce que je vous ai montré, mais en plus poussé. Ce genre de choses. Et à droite, un petit outil qui permet d'auditer ses concurrents. Il suffit de taper le nom de domaine de vos concurrents ici et ça va vous dire quels mots-clés ils achètent sur Google. Est-ce qu'ils sont bien ou pas? Est-ce qu'ils sont en train de progresser en SEO ou non? Et de comprendre quelle est leur stratégie digitale. J'aime bien parce que si quelqu'un est en train d'exploser, on peut savoir quel mot-clé il achète et venir le chatouiller. Puis à l'inverse, si on a un concurrent dont la courbe des positions sur Google est en train de se casser la gueule et qui n'achète aucun mot-clé en Google Ads, c'est qu'il est plutôt en train de mourir ou qu'il considère que ce levier n'est pas le bon pour lui. Tout bêtement. C'était hyper clair. Je pense que c'était cool, hein. On a commencé à 11, on termine à 11. Moi, j'aime bien. Au moins, j'ai réussi à garder tout le monde à l'affût malgré le midi, malgré l'envie d'aller manger. Donc, merci à tous. Pas mal de questions plus pointues que je l'avais imaginé. Donc, c'est top. Vous vous rendez compte qu'effectivement, on peut faire de la croissance court terme, mais il y a énormément de prérequis dans la configuration et dans le suivi des étapes sur Google Ads. Et c'est là-dessus que je voulais vous interpeller pour être sûr de bien challenger en interne les équipes, les agences, pour ne pas être frustré derrière, parce que ça reste un levier dingue, Google Ads. Mon agence ne fait pratiquement que ça, ça marche très bien quand c'est bien configuré. Il faut juste respecter ces différents frameworks pour être sûr que ça tourne. Voilà. Eh bien, trop cool. On peut mettre un terme sur le webinaire tranquillement. N'hésite pas si tu veux laisser ton email ou quoi que ce soit pour qu'il te contacte. Tout est à la fin. Je t'enverrai peut-être le PDF, Lisa, si ça te va, pour le retransmettre. Sinon, c'est avec plaisir. Clément@webloom.fr, tout simplement, webloom.fr. Tout est sur le site. Eh bien, c'est parfait. Merci à tous. N'hésitez pas à vous connecter sur la newsletter de l'incubateur HEC. Je mets le lien ici. Et pour revoir ces webinaires et en profiter. Super. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous et à bientôt. Bye bye.